Cette étude commence par un exemple qu'on a déjà vu, cet exemple de l'optimisation des dimensions d'un treillis dont on a défini la géométrie et la topologie a priori. Et on peut constater que dans ces cas, on a fait l'effort d'attribuer à chaque barre exactement la section de matière, la quantité de matière qui est nécessaire pour porter l'effort qu'il est prévu dans le calcul qu'elle doit porter. Donc les forces extérieures sont des informations connues a priori, les liaisons cinématiques sur lesquelles on va s'appuyer aussi. On a identifié une topologie et une géométrie qui sont celles indiquées au tableau et on a à la fin calculé les efforts antérieurs et après, barre par barre, on a choisi une section qui soit proportionnelle à l'effort porté afin d'utiliser partout les matériaux avec la même euh, intensité. Les rapports entre l'effort porté et la section est ce qu'on appelle la contrainte dans le matériau, et le fait d'avoir un rapport constant signifie qu'on exploite de manière égale la matière partout. On verra mieux ces questions de contraintes plus avant dans les cours de construction de l'école. Il est important pour le moment d'utiliser une vision un peu euh, simplifiée et on pourrait dire intuitive et de comprendre que si une barre est sollicitée par une force, par un effort normal plus important, alors on a besoin de la réaliser avec un épaisseur plus grand, donc avec une section plus grande, et si elle porte un effort normal plus petit, alors on peut la réaliser avec une section plus petite. Donc quand on fait cela, on se rend compte qu'une manière d'optimiser la structure est celle d'utiliser la quantité minimale de matière. Alors utiliser la quantité minimale de matière, ce n'est pas forcément une manière pour obtenir toujours une économie d'énergie ou de matériaux parce que les transformations industrielles sont complexes et parfois ce n'est pas en utilisant moins de matière qu'on en gaspille moins. Mais disons que c'est un indicateur de principe assez logique d'imaginer qu'une structure qui utilise moins de matière soit une structure qui impacte moins sur l'environnement par rapport à une structure qui en utilise davantage. Je répète, ceci ce n'est pas un principe absolu, c'est juste un point de départ, je dirais un critère initial des raisonnements et qui nous est utile parce que nous sommes en train d'explorer en fait ces mondes de l'optimisation juste à sa base. Alors, on peut dire que le volume total des matières d'un treillis est approximativement donné par la somme des volumes de ces barres. Bon, c'est pas tout à fait comme ça parce qu'il y a aussi des connexions qui vont avoir un certain point, mais on peut approximativement accepter cette hypothèse. Et donc, cela signifie que ce volume est donné par la somme des produits des longueurs de barres par les sections, les surfaces des sections de, de ces barres. Donc, chaque barre est là une section dont on peut calculer l'air. On multiplie l'air par la longueur, on obtient un volume. Ça, c'est le volume de la barre. On fait la somme de tous les volumes de toutes les barres et on obtient le volume total du treillis. Donc, le volume minimal de matière utilisée pour faire ce treillis s'obtient simplement en cherchant le minimum de cette somme de volume de chaque barre. Et alors, on peut démontrer que ce volume minimal est proportionnel à la somme des produits de longueur des barres par la valeur absolue des efforts normaux dans les barres. Donc, on peut démontrer qu'en fait, plutôt que parler de volume en termes de produits de longueur fois surface, on peut parler de volume en termes de produits de longueur fois valeur absolue des efforts normaux. Il y a un paramètre de proportionnalité entre ces deux définitions, mais qui finalement ne nous intéresse pas parce qu'on cherche le minimum de l'un, on trouve le minimum de l'autre, vu que les deux sont en proportion. Et donc on arrive à ces critères qu'on peut énoncer comme suit. Donc, dans une structure composée d'éléments soumis à effort normal exclusivement, comme par exemple c'est le cas des treillis, mais aussi de funiculaires qu'on a déjà vu, le volume minimal est proportionnel. Le symbole que vous avez ici signifie qu'il y a une proportionnalité est proportionnelle à la somme
des produits de longueur de barre par la valeur absolue des efforts normaux de cette barre. Donc, vous pouvez constater que les efforts normaux peuvent avoir un signe négatif compression, positif traction. Si on prend la valeur absolue, on se débarrasse de ces signes. Donc, ceci est une somme de termes positifs. Donc, c'est une valeur positive qui est proportionnelle à un volume minimal. Le théorème de Mitchell est un théorème qui permet de statuer à partir de ces principes comment trouver la solution optimale qui, effectivement, qui trouve ces volumes minimaux. Et alors, on va pouvoir l'appliquer et on va tout d'abord se limiter dans quel ensemble on cherche le minimum. On a dit c'est la. Après, on va dire qu'est-ce que c'est que le minimum. Donc, on le dit ici. L'optimum pour nous, ça sera le volume minimal, dans ce sens-là. Donc voilà, on a défini les meilleurs pour nous. Deuxièmement, où est-ce qu'on les cherche? On va dire, on cherche à topologie fixe. On va chercher juste la meilleure géométrie. Donc ce sera une optimisation paramétrique qu'on va faire. On pourrait, attention, avec ces principes, ces théorèmes de Mitchell, on pourrait chercher la topologie optimale, mais cela ne nous intéresse pas pour le moment. On va se placer donc à topologie donnée et on va chercher à trouver les meilleures longueurs de barre, donc trouver la meilleure géométrie qui nous permet de minimiser les volumes dans le sens qu'on a vu précédemment. Et voilà, donc par exemple, nous avons deux solutions ici dans lesquelles la topologie est donnée. Voilà, donc un triangle, un trapèze, un trapèze, un triangle, même chose ici. La position des forces, bien sûr, est la même, la position des appuis est la même. Ici, nous avons une solution, là une autre, et ici, vous avez les efforts. Donc, le diagramme de Cremona, celui-ci est la solution, le diagramme de Cremona pour la première structure, et celui-ci pour la deuxième structure. Vous voyez que la première structure a des barres plus courtes, plus longues, pardon. Les montants ici sont plus longs, mais des efforts plus petits. Quand on va faire les produits des longueurs qui sont mesurées sur ce diagramme fois les longueurs qui sont mesurées sur ce diagramme, on obtiendra un volume, quelque chose qui est équivalent à un volume, et on obtiendra un résultat différent quand on va faire ce produit ici, où les montants sont plus courts, mais les efforts sont plus longs, plus importants, et donc le produit pourra éventuellement être plus important que le produit qu'on a ici. Je vous rappelle que le volume minimal est défini comme somme des produits des longueurs fois les valeurs absolues des efforts normaux. Ce qui compte, ce ne sont donc pas les signes, mais les longueurs de ces barres. Les valeurs absolues des efforts normaux ne sont que les longueurs de barres dans le dessin du diagramme de Cremona, les longueurs des segments qui correspondent aux côtés du polygone de force ou du diagramme de Cremona. Alors, on va faire ces calculs. Prenons par exemple la première structure. Je prends la première poutre, la première barre qui est celle-ci. Je dois multiplier sa longueur, je la mets ici, par la longueur de l'effort qu'elle porte, qui est celui-ci. Je vais prendre cette longueur et je la mets là. Donc le produit des deux longueurs est une surface. Voilà, cette surface représente le poids qui va avoir la barre en 2 dans le calcul du volume minimal de ce treillis. Alors, ceci est la même chose pour la barre 6-8, parce que cette longueur est égale à celle-ci, et cette longueur est égale à celle-ci. Et donc, je peux multiplier ça fois 2, afin de tenir compte de la contribution de la barre 1-2 et de la contribution de la barre 6-8. Après, je vais regarder la barre 2-4. La barre 2-4, je vais faire le produit avec l'effort sur la barre 2-4, qui est celui-ci, qui est là. Et je vais avoir donc une surface. Encore une fois, cette surface, je peux la compter deux fois, parce que je peux la compter pour la barre 2-4 et pour la barre 4-6 qui se trouve dans la même identique condition. Après, je vais avoir les barres 1-3, 3-5, 5-7, 7-8. Elles ont toutes le même effort. Je peux donc prendre la longueur totale, 1-3 plus 3-5 plus 5-7 plus 7-8, et les multiplier par l'effort qui est là.
et j'obtiens la contribution de toute la membrure supérieure dans les calculs de volume minimal. Il me reste les trois montants. Voilà les montants 2, 3, dont je place ici la longueur, multiplié par l'effort qu'il porte, qui est celui-ci, que je vais mettre là. Et cette surface, c'est à compter 2 fois, parce que c'est la même chose pour la barre 6-7, qui est celle-ci. Il me reste le dernier montant, le montant 4-5, dont la longueur est reportée ici, et l'effort qui est mesuré là est reporté ici. Quand je prends toutes ces surfaces grises et que je les rassemble ici, j'obtiens ici une surface, je pourrais la calculer numériquement, mais il me suffit de regarder graphiquement. J'obtiens une surface qui est proportionnelle au volume minimal demandé par la construction de ce treillis qui est censé porter les efforts indiqués. Je fais maintenant exactement la même chose pour l'autre treillis, celui-ci. Donc, ce n'est pas la peine de détailler l'origine de toutes les pièces. Voilà les volumes minimaux représentés en termes de surface que j'obtiens. Je compare les deux solutions obtenues. Premier treillis, voici la surface qui est proportionnelle à son volume minimal. Deuxième treillis, voici la surface qui est proportionnelle à son volume minimal. Je m'excuse, j'ai toujours dit treillis. C'est en fait un treillis un peu dégénéré parce qu'on n'a pas de diagonale. Mais nous avons vu dans les cours précédents qu'on pourrait rajouter des diagonales et transformer cette structure en treillis sans rien changer pour la raison que la courbe inférieure est la courbe funiculaire de chargement reporté. En tout cas, ici, vous voyez très bien que la structure qui est en bas demande plus de matière que la structure qui est en haut. Elle est donc moins bonne. La structure qui est en haut est la meilleure de ces deux-là pour ce qui est de l'économie de matière. Voilà, donc nous avons finalement assez facilement pu statuer dans un choix de ce type, dans un projet quelconque, laquelle des deux poutres vaudra mieux placer. La réponse est, tant qu'il s'agit de faire des économies de matière, c'est la poutre en haut qu'il faudra placer. Il pourrait y avoir d'autres raisons qui poussent pour choisir la poutre en bas, notamment s'agissant d'une poutre qui a une hauteur structurelle plus petite. Elle est en général favoriser dans tout ce qui est économie d'espace. Économie d'espace, évidemment, signifie augmentation des gains fonciers, et donc c'est souvent intéressant. Parfois, ça peut signifier aussi réduction des hauteurs des piles quand il s'agit de construire une structure de franchissement, et donc finalement réduction de déperdition de matière par ailleurs. Et donc, évidemment, le choix qui est esquissé au tableau, il n'est pas définitif. Il dépendra d'un contexte que nous n'avons pas défini ici et que je laisse ouvert. Ce qui compte, c'est savoir qu'il n'est pas difficile, par les démarches que vous avez vues, de choisir entre deux ou plusieurs projets de poutres ou d'autres types de structures, laquelle est la structure qui me permet de construire avec la quantité minimale de matière. Indicateur que, je répète, est très intéressant en vue de réaliser des structures qui ne sont pas trop agressives pour l'environnement. On peut donc arriver aux conclusions. C'est qu'on peut conclure de cet amphi, c'est qu'en fait on peut se donner une démarche de conception et ensuite on peut faire une optimisation. La démarche de conception est une démarche, comme on a déjà vu, qui doit intégrer beaucoup plus de termes qu'une démarche de simple optimisation et que, en général, dans la démarche de conception, on peut intégrer l'identification d'une typologie structurelle. Donc, par exemple, la réalisation d'un treillis. Pour s'orienter dans cet espace de manœuvre, il est intéressant de connaître des solutions ordinaires afin de ne pas à chaque fois redécouvrir des choses qui ont été longuement utilisées. Et ensuite, il est aussi utile de connaître des méthodes générales d'automatisation des structures afin de pouvoir les appliquer dans les différents cas d'études. Ce que je vous ai montré n'est évidemment qu'un exemple parmi de nombreux d'autres qui peuvent être faits, tant à la fois pour les types d'applications choisis que pour les types d'algorithmes choisis. Et donc, en gros, le travail de conception et d'optimisation se précise
les cas par cas et ce qu'il faut, c'est le faire et en le faisant, on identifie les bons outils et les meilleures démarches. Dans la vidéo qui suit, un exercice est proposé pour que vous puissiez vous appliquer à cette étude de l'optimisation de tri. Merci pour votre attention.